Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Cédric Jeanmar, je suis responsable de la banque Carrefour. Euh, donc voilà, on l'appellera souvent BCED, comme c'est déjà affiché à l'écran ici. Mais donc on parle bien de la banque Carrefour d'échange de données. Et donc je voudrais commencer par vous remercier d'être présent en nombre malgré la charge de travail à laquelle on doit généralement faire face à cette période. On aurait évidemment souhaité pouvoir le faire dans un mode présentiel. Il était prévu de le faire à Bruxelles. Malheureusement, une nouvelle fois, ça n'a pas été possible. Et donc, on se retrouve à distance, chacun derrière nos machines. Ce comité a pour objectif de vous tenir au courant, vous tenir informé de ce que la Banque Carrefour peut vous apporter, que ce soit afin de mieux gérer vos données, afin de pouvoir les échanger avec d'autres administrations à l'extérieur des services dans lesquels vous travaillez, ou encore afin de vous permettre d'accéder aux données qui sont mises à disposition par d'autres. Alors, nous avons voulu organiser cet événement afin de répondre à cet objectif, vous tenir informé, mais aussi de pouvoir échanger, au-delà de vous tenir informé, échanger avec vous malgré les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc, on a essayé de concocter un petit programme où on peut pallier au contact physique de manière à avoir quelques échanges avec vous. Nous avons d'ailleurs tenu compte de vos feedbacks pour améliorer cette édition. On a notamment revu le planning, l'agenda, en augmentant les transitions, essayer de vous laisser un peu plus le temps de passer d'une session à l'autre, raison pour laquelle le comité se tiendra sur l'ensemble de la journée pour bon nombre d'entre vous aujourd'hui. Alors, malgré tout, les échanges que l'on va avoir aujourd'hui, ils vont être limités à la fois par le temps, parce que les différentes sessions sont sur des durées précises, limitées aussi par le nombre de personnes. On va parfois se retrouver ici à plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de personnes au sein d'une même session. Mais aussi le mode de fonctionnement à distance qui va nous empêcher de poser, de discuter comme on aurait pu le faire si on se voyait. Donc voilà, malgré le contexte, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous les enregistrerons et si on n'a pas pu répondre aujourd'hui, nous vous reviendrons par la suite par mail ou par téléphone pour essayer d'apporter une réponse. Alors, avant de commencer, je voudrais rappeler quelques consignes et vous partager des informations sur les enregistrements. Donc, toutes les sessions, comme vous pouvez le voir sur le slide, toutes les sessions seront en fait enregistrées. Cela permettra notamment de diffuser le contenu aux personnes qui n'ont pas pu assister à l'ensemble, aux personnes qui n'ont pas pu assister à l'ensemble des sessions, aux personnes qui sont désistées au dernier moment, qui ont un empêchement. C'était aussi une demande que vous aviez effectuée dans les retours sur le précédent comité. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, euh, surtout si vous ne souhaitez pas être enregistré. Donc, comme tout est enregistré, si vous ne souhaitez pas paraître à la caméra, si vous ne souhaitez pas qu'on vous entende, qu'on vous nomme, indiquez votre question dans le chat. Un membre de l'équipe répondra à cette question et nous tâcherons d'y répondre, évidemment sans vous nommer. Pour ceux qui veulent par contre réagir et poser une question alors oralement durant les différentes sessions, vous levez la main au travers de la petite icône qui représente une main ici dans Teams. Un collègue vous donnera dès que c'est possible la parole. Vous pourrez alors réactiver votre micro, poser la question et je vous demanderai évidemment de pouvoir fermer votre micro après votre intervention. Et si au cas vous l'oubliez, il y a bien quelqu'un de l'équipe qui veillera à couper les micros qui seraient restés ouverts. Alors, comme je l'ai dit, nous veillerons vraiment à répondre à l'ensemble des questions. Si on ne peut pas le faire dans le temps imparti des sessions, on vous reviendra par la suite de manière à pouvoir répondre à l'ensemble de vos interrogations. Dernière petite chose avant de commencer et de vous dévoiler un peu plus le programme de la journée. Euh, je voudrais vous demander de couper les caméras en fait pour cette session qu'on appelle plénière. Euh, et je vous inviterai à les réouvrir tout à l'heure lorsqu'on pourra aborder les questions-réponses. Donc voilà, comme ça, je suppose que tout le monde pourra alors voir la présentation que j'affiche. Je reviens hop, sur mon slide. Alors, voilà, pour ce qui est du programme. Donc l'idée était de démarrer là maintenant
maintenant avec une session qu'on appelle plénière, donc en fait où on réunit tout le monde, qui a pour objectif de vous partager les nouveautés, ce qui s'est passé entre le dernier comité des utilisateurs de février 2021 et maintenant, et d'aborder une série de questions que vous aurez à ce sujet en fin de session. Après cela, on commencera par une première session de workshop donc à 10h30. Vous aurez ensuite une pause midi qui commencera à un moment variable en fonction du workshop auquel vous participez. On reprendra alors à 13h ou à 13h30, de nouveau en fonction du workshop auquel vous participez, par une deuxième session de workshop, et il y en aura encore une troisième pour certains à 14h45. L'idée étant de clôturer la journée à 16h, où on pourra alors tous se retrouver. Je ferai un petit mot de clôture avant de nous quitter. Donc comme vous avez pu le voir, il est prévu 3 sessions de workshop sur la journée. Certains vont participer à 1, beaucoup à 2 et à 3. Heu, les 5 workshops, que l'on vous offre aujourd'hui, sont les suivants. Le premier aura pour objet de présenter la B7 vraiment pour les personnes qui ne nous, connaissent pas encore, et donc ce sera l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail, sur les services qu'on offre, hem, voilà, pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de travailler avec nous. Le second workshop, est un workshop qui est lui, dédié au management et qui vise, à discuter à la fois des besoins actuels, et des enjeux à court terme autour des données, et donc de voir dans ce cadre-là, quel support, peut vous apporter, l'ABCD, et donc l'idée, c'est d'avoir un véritable échange, un débat avec les différents participants, pour échanger, sur vos réalités, sur vos contextes, et pouvoir par rapport à ça, eh bien clarifier les services que peuvent offrir l'ABCD. Le troisième workshop portera lui sur le service inscription. Donc c'est un concept assez technique, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. C'est issu d'une obligation légale, et donc tout ça sera expliqué aux participants du workshop numéro 3. En 4, nous avons un workshop sur les mutations, qui est lié au précédent, celui sur les inscriptions. Les mutations étant le principe qui permet d'être tenu informé des différentes modifications qui sont faites dans les sources authentiques, et donc de recevoir de manière proactive, automatique, les modifications de données qui vous intéresseraient. Et finalement, un cinquième workshop qui parlera de la refonte de notre application web BCDWI, et qui vous permettra alors de découvrir quelque peu le tout nouvel outil qu'on va mettre à disposition de nos administrations. Euh, Juste petite info, vous le voyez dans l'équipe Teams qu'on a créée pour ce comité des utilisateurs. Les sessions sont nommées sur base du numéro de workshop. Donc c'est WS1, WS2, et vous voyez uniquement session 1, session 2, session 3 et le numéro du workshop. Donc vous les avez présentées là. Elles sont dans le fil de chat en tout début de la conversation, si vous voulez vous souvenir du nom du workshop en fait auquel vous allez assister. Et vous pouvez également retourner voir dans l'email de confirmation d'inscription, dans lequel vous trouverez exactement le nom des workshops auxquels vous allez assister. Donc voilà, ça vous permettra d'y voir un peu plus clair sur quel sera le workshop dans les différentes sessions auxquelles vous allez participer. Alors juste avant de commencer cette présentation sur les nouveautés, je voudrais revenir sur 2-3 petits éléments. Donc pour rappel, enfin, ou plutôt pour information, je vous en ai pas encore parlé, mais lors de cette session plénière, on va couper les différents micros de tout le monde. Hem, donc je vous demanderai d'aborder vos questions en fin de présentation, soit oralement, soit pendant la présentation. Vous pouvez toujours les inscrire dans le fil de chat, et donc quelqu'un repassera les différentes questions à la fin. On commencera par les questions orales et on reviendra sur les questions écrites dans un deuxième temps. Et donc si vous voulez poser une question lorsque j'aurai terminé la présentation, ben, vous levez la main, heu, et lorsqu'on vous donnera la parole, vous réactivez votre micro, et on peut alors aborder votre question. Donc n'oubliez pas, cette session est enregistrée, et donc si vous ne souhaitez pas apparaître à la caméra, si vous ne souhaitez pas qu'on vous nomme, bien veuillez bien passer par le canal écrit pour vos questions. Voilà pour ce qui était de la partie introductive. Et donc je vous propose tout de suite de commencer avec cette session plénière sur les nouveautés.
Session plénière sur les nouveautés qui ne sera pas très longue. Elle porte sur 3 points qu'on souhaite aborder avec vous. Tout d'abord, les nouveaux services d'accès aux données authentiques qui sont disponibles à l'ABCD. Donc c'est sur le volet échange de données, euh, euh, un des deux volets principaux des missions de l'ABCD. Et l'objectif de ce point, c'est de vous donner un très rapide aperçu, on ne va pas rentrer dans le détail, des services qui sont disponibles à l'heure actuelle à l'ABCD, mais surtout pouvoir donner un éclaircissement sur ce qui a été fait ici dans les 9 derniers mois, donc depuis le dernier comité des utilisateurs, et vous donner un petit aperçu de ce qui est en cours et ce qui va venir dans les prochains. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième, je ferai une micro-parenthèse sur BCDUI, donc notre interface web qui vous permet d'accéder aux sources authentiques. Pourquoi un très bref point? Bah, tout simplement parce que vous l'avez vu, il y a une session qui est organisée dédiée à cette application et donc toutes les personnes intéressées auront beaucoup plus d'infos dans ce cadre-là. Et finalement, je terminerai avec un premier tour sur l'enquête de satisfaction. Donc nous avons fait l'enquête de satisfaction en octobre et ce comité des utilisateurs est l'occasion pour nous de partager de premiers résultats avec vous. Donc voilà, je vous propose alors de commencer par le premier point qui porte sur les services d'accès aux données authentiques qui sont disponibles chez nous. Alors, tout d'abord, petite information utile pour comprendre l'objet de la présentation. Euh, Vous trouvez cette petite icône qui est présente ici en bas du slide, en bas à gauche, qui représente en fait les sources pour lesquelles différents services sont disponibles dans BCDOI. Donc vous le voyez, elles ne sont pas toutes disponibles dans BCDOI, mais certaines le sont, et c'est cette icône qui vous indique si elles le sont ou non. Alors, je vais commencer par les sources authentiques qui permettent d'accéder aux données des entreprises. Donc, c'est bien les sources authentiques qui sont disponibles à l'ABCD et pas spécialement qui ont fait l'objet de nouveautés cette année, puisque en ce qui concerne les entreprises, sur les 9 derniers mois, il n'y a pas véritablement de nouveautés pertinentes à vous mentionner. Par contre, en termes de services disponibles, on voit tout d'abord le répertoire des employeurs, qui vous permet notamment de consulter, de connaître l'affiliation qu'a un employeur à un secrétariat social. Et d'autre part, les dettes sociales, donc s'assurer euh, qu'un employeur est en ordre, qu'une entreprise est en ordre de cotisation sociale. Et donc ces deux familles de données, ces deux sources authentiques sont mises à disposition par l'ONSS. Alors, vous avez également le pendant des dettes sociales, mais du point de vue fiscal, qui est fourni par l'ESP Finance, qui vous permet de savoir si une entreprise a des dettes fiscales ou non. Vous avez également la Banque Carrefour des entreprises, qui permet d'accéder à la signalétique des entreprises, donc toute sa dénomination, son numéro d'entreprise, les numéros d'unité d'établissement et d'autres informations la concernant. Et finalement, en ce qui concerne l'entreprise, vous avez également comme source disponible le cadastre de l'emploi non marchand avec des informations sur les agréments de ces entreprises et également quelques informations sur les travailleurs du secteur du non marchand. Donc voilà, comme je vous le disais, il n'y a pas de nouveautés pertinentes à vous mentionner sur les données entreprises. Et donc je vais de suite passer à ce qui est disponible du point de vue citoyen. Alors, en ce qui concerne le citoyen, vous pouvez voir que le SPF Finance met à disposition l'avertissement extrait de rôle. Donc, ce sont des données qui sont disponibles au travers de la BCD. Et donc, dans l'avertissement extrait de rôle, vous pouvez accéder aux différents IPCAL de la déclaration que vous connaissez tous, que vous remplissez en tant que personne physique. Alors, du point de vue de la BCSS, il est possible d'accéder au registre BCSS. Alors, certains ne les connaissent peut-être pas. Ces registres sont au nombre de 3. Tout d'abord, le registre BIS, qui contient les numéros d'identification de sécurité sociale et la signalétique de ces personnes pour justement les personnes qui ont un lien avec la Belgique, mais qui n'ont pas de numéro de registre national. Ce sont donc des étrangers et on pense, par exemple, aux travailleurs transfrontaliers ou à des étudiants qui suivraient certaines études chez nous. Ça, c'était le premier registre. Le deuxième porte sur les radiés. Les radiés, ce sont par contre les personnes qui disposent d'un numéro de registre national, donc ce sont a priori des Belges, qui sont partis à l'étranger et qui n'exercent pas
euh, des fonctions diplomatiques. Et donc, ces personnes se trouvent dans le registre qu'on appelle des radis. Et finalement, vous avez le registre des liens qui permet d'établir un lien entre le numéro d'identification de sécurité sociale, donc l'équivalent du numéro de registre national, mais dans les registres BCSS. Donc, ce registre de liens permet de faire le lien entre ce NIS, numéro d'identification de sécurité sociale, et les clés étrangères. Et donc, par clé étrangère, on entend un numéro d'identification de permis de conduire, un numéro de carte d'identité, de passeport éventuel, ou des données de sécurité sociale dans le pays d'origine de la personne. Donc voilà pour ce qui était des services qui étaient déjà disponibles chez nous en février dernier. Alors maintenant, passons sur ce qui a justement été réalisé durant les 9 derniers mois. Donc, tout d'abord, une modification porte sur le service personne. Celui-ci a fait l'objet d'une évolution qui permet d'accéder à des données supplémentaires. Donc, on parle, derrière ces données supplémentaires, on parle du code INS du pays, donc qui va compléter le code ISO qui était déjà disponible pour ceux qui connaissent, et des données d'adresse de contact. Donc, qui viennent compléter finalement les adresses officielles qui étaient déjà disponibles. Nous avons également développé un nouveau filtre qu'on appelle un filtre de valeur qui permet en fait de ne vous donner accès qu'aux données pour lesquelles vous êtes autorisé. Donc ça pour rendre le fonctionnement du service cohérent avec différentes délibérations que nos consommateurs avaient obtenues. Et il est également important de mentionner ce second point, l'arrivée d'un nouveau service qui permet d'accéder à la photo d'identité. C'est un nouveau service tout simplement parce qu'il remplace un vieux service de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale qui a été décommissionné. Donc voilà pour cette partie. Il reste à côté de cela d'autres modifications concernant les données des personnes qui sont intéressantes de vous partager. Tout d'abord, euh, tout d'abord, je suis désolé, est-ce que j'ai pas été, j'étais un peu beaucoup trop vite en fait. J'ai passé toute une série de données. Je pense notamment aux données handicap sur lesquelles je vais justement revenir par la suite. Donc, dans les données qui étaient disponibles, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser les données handicap. Donc, qui sont les données détenues par la Direction générale des personnes handicapées euh, et qui vont faire l'objet d'une modification, raison pour laquelle j'attire votre attention là-dessus. Je reviens juste après derrière. Donc, je vous avais aussi outrepassé les données du SPF intérieur avec les données du registre national, donc qui contiennent là les données signalétiques des personnes, et les données de diplôme de l'enseignement obligatoire qui sont disponibles pour certains consommateurs de Fédération Wallonie-Bruxelles. Pourquoi je précise pour certains consommateurs de Fédération Wallonie-Bruxelles? Tout simplement parce que cela demande encore un peu de travail pour pouvoir les exposer à des consommateurs wallons. Donc voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'était une mention importante à vous partager. Et par rapport à la BCSS, j'avais également oublié d'aborder avec vous les allocations familiales et les bénéficiaires de l'intervention majorée, aussi connus sous le nom du BIM, hein, donc qui sont des données qui étaient disponibles. Désolé pour ce petit manque de clarté, ce passage trop rapide aux nouveautés. Et donc j'en étais à la seconde partie des nouveautés 2021 qui concernent le citoyen. Et j'en reviens donc aux données handicap. Ces données handicap, elles ont fait l'objet euh, d'une grosse modification qui est liée en fait à la régionalisation de cette compétence. Euh, et donc, je vous parlais tout à l'heure du service qui était disponible de la DG personnes handicapées, donc du fédéral. Aujourd'hui, nous avons dû travailler à la mise à disposition de nouveaux services qui permettent d'une part aux services qui ont repris cette compétence dans nos régions, donc la VIC et la DSL, d'alimenter la Banque Carrefour de la Sécurité sociale avec ces données de handicap. Donc, c'était la première étape. La deuxième, consistait alors à exposer le nouveau service, donc qui remplace celui dont je vous parlais tout à l'heure, et qui permet à tous les consommateurs de données handicap d'accéder aux données qui sont aujourd'hui, aux dossiers qui sont gérés par les instances régionales, donc à la fois la VIC, la DSL, mais aussi leurs équivalents en Flandre et à Bruxelles. Alors, à côté de ces modifications concernant les personnes handicap, nous avons également
dû exposer une nouvelle version du service représentation légale et capacité juridique. Donc derrière représentant légal, vous allez trouver des informations en ce qui concerne le tuteur, les personnes qui sont subrogées tuteurs, les tuteurs officiaux, etc. Et en ce qui concerne la capacité juridique, là, vous pourrez déterminer si une personne est émancipée ou si elle est sous administration. Donc voilà qui clôture les modifications concernant le service personne. Et encore désolé pour le petit manque de clarté et le passage de certaines données qui étaient déjà disponibles. Alors, je vous propose maintenant de passer à DSL. Je vois une question d'Olivier. Je profite d'y répondre tout de suite parce qu'effectivement, j'aurais pu l'évoquer tout à l'heure. Donc, DSL, qui est le service en fait équivalent de la VIC, mais qui est le service de la communauté germanophone, qui est en charge de la reconnaissance et du traitement des données handicap. Je vois une autre question en ce qui concerne l'AER. Donc l'AER, c'est l'avertissement très drôle. Désolé si je ne l'ai pas précisé. Vous faites bien de me le rappeler. Donc c'est l'avertissement très drôle que vous connaissez tous. Et donc le service AER permet d'accéder aux différents codes IPCAL que vous rentrez dans votre déclaration. Donc j'en reviens aux données mixtes qui portent donc à la fois mixtes qui portent à la fois sur le citoyen et à la fois sur les entreprises. Alors, tout d'abord, vous voyez qu'au niveau des données du SPF Finance, nous vous permettons l'accès aux données patrimoniales, donc ce sont les données du cadastre, et nous donnons également accès au registre des désaccords. À côté de cela, il est également possible de consulter les données privées de la Banque Carrefour des entreprises. Donc tout à l'heure, je vous parlais des données publiques, les données de signalétique. Ici, dans les données privées, vous allez retrouver les numéros d'identification, numéro de registre national des personnes exerçant des fonctions dans les entreprises. Je dis numéro de registre national, mais c'est même plus large, peut-être des numéros d'identification de sécurité sociale si ce sont des personnes étrangères qui jouent un rôle dans ces entreprises. Alors, nous permettons également de consulter les informations relatives aux travailleurs indépendants, donc informations qui sont issues de l'INASTI, l'Institut national d'assurance sociale pour les travailleurs indépendants. Nous donnons également la possibilité d'accéder aux données de la DIV, donc la direction d'immatriculation des véhicules, qui offre un accès aux données sur les caractéristiques techniques des véhicules d'une part et aux données sur les propriétaires de ces véhicules d'autre part. Alors, nous avons également des données qui sont accessibles et fournies par l'ONSS qui portent sur la DIMONA. Donc la DIMONA, ce sont les informations de contrat de travail qui lient les entreprises aux employés. Et nous avons à côté de cela la DMFA, qui sont les données salariales et les données de temps de travail de ces employés. Donc c'est vraiment, les deux sont complémentaires. On a d'une part les contrats de travail, relation entre employeur et employé, et d'autre part les données salariales et les prestations de temps de travail dans la DMFA. Et alors finalement, en ce qui concerne les citoyens et les entreprises, nous mettons également à disposition quelques données de l'Office francophone de formation en alternance, l'OFA, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je vous propose alors de nous arrêter quelques secondes sur les réalisations qui ont été faites dans ces derniers mois concernant les personnes et les entreprises. Donc tout d'abord, nous avons finalisé ce qui est quand même un gros chantier. On a été occupé pendant de nombreux mois là-dessus. Euh, un gros chantier qui portait sur le nouveau service véhicule dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le service qui permet d'accéder aux données du caractéristiques techniques du véhicule et aux données du propriétaire du véhicule a complètement été remodelé en fait à la DIV. Cela a fait ce service est disponible dans une nouvelle technologie, donc ça a vraiment été un gros projet tant pour la DIV que pour nous. Ça demandait beaucoup d'aller-retour, beaucoup d'échanges avec la DIV, mais voilà, ce service est disponible aujourd'hui en test et il reste quelques aspects légaux à boucler avant de pouvoir l'offrir à nos différents consommateurs.
Mais du point de vue des données, il n'y a pas énormément de changements entre ce nouveau service et l'ancien. Alors, une deuxième nouveauté qui est importante de vous préciser, nous allons également exposer un nouveau service cadastre. Ce nouveau service cadastre expose donc les données patrimoniales, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. Par rapport à la version actuelle, enfin la version précédente plutôt, il offre différentes méthodes, de nouvelles méthodes d'interrogation et il offre un set de données un peu plus large. Donc là, il est à la fois possible de consulter les données de manière différente et de consulter de nouvelles données par rapport à ce qu'on mettait à disposition précédemment. Et finalement, le service qui permet d'accéder aux données de l'Office francophone de formation en alternance, sur les cours en alternance, il a été adapté. À la base, cette adaptation, elle était faite pour répondre aux besoins propres de l'OFA, mais voilà, ce service peut également être utilisé par d'autres services qui seraient intéressés. Alors, je vois qu'il y avait une question sur le registre des désaccords, mais je propose qu'on l'aborde tout à l'heure. Vu que je suis déjà un peu plus loin, on l'abordera en fin de session. Alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a passé les services qui étaient disponibles avec à chaque fois le pendant sur les nouveautés. Et je vais maintenant vous donner un peu plus de visibilité sur les travaux qui sont en cours et juste après sur les futurs travaux. En termes de travaux en cours, on trouve intéressant de vous parler du service registre d'attente et registre des étrangers. Donc nous sommes occupés à finaliser l'exposition de ces services-là, donc qui permettent notamment d'accéder aux données relatives aux situations de séjour. Et donc ce service, vu qu'il est en finalisation, sera disponible prochainement en test. Alors d'autre part, on trouvait également intéressant de vous indiquer que le service répertoire des employeurs a été modifié. Cette modification, elle est interne à la BCED. Qu'est-ce que j'entends par interne à la BCED? C'est qu'en fait, elle est invisible pour vous, consommateurs du service répertoire des employeurs. Alors vous me direz pourquoi en parler si c'est invisible pour nous? Mais tout simplement pour vous informer, si vous ne le savez pas, ou vous rappeler éventuellement qu'au-delà des services dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il faut savoir que dans notre rôle d'intégrateur de services, mais nous veillons à limiter les impacts des évolutions des services de la source authentique euh, et comment est-ce qu'on veille à limiter ces impacts? Ben, on fait en sorte de rendre ces changements qui sont faits à la source invisibles pour vous lorsque le contexte le permet. C'est évidemment pas toujours possible. On a parlé tout à l'heure des services dérivés qui avaient été changés. C'était un gros chantier cette année-ci. Là, par exemple, c'était pas possible de rendre ces changements invisibles. Mais voilà, il faut savoir que sur une année, il y a plusieurs changements qui sont pris en charge et qui sont réalisés de manière à ce que vous n'ayez pas, vous les différents consommateurs de l'ABCD, à devoir modifier euh, vos applications pour consommer les données qui sont concernées par ces services. Alors, en ce qui concerne les réalisations futures, euh, nous souhaitions aborder avec vous quelques services qui paraissent sans doute importants. Tout d'abord, l'exposition du service réglementation de l'homologation des véhicules. Et donc là, c'est un service wallon. L'application est appelée WETAS qui met à disposition ces données-là à disposition du fédéral. Le service Living Wages qui porte sur le revenu d'intégration sociale euh, devrait également arriver prochainement. À côté de cela, vous trouverez les services allocation de chômage et allocation de pension qui permettent d'accéder aux données donc, qui sont mises à disposition au travers de la BCSS. Vous voyez également que dans les prochains mois, vous pourriez retrouver le service MyRent. MyRent, ce sont les baux de location qui sont mis à disposition par le SPF Finance. Et finalement, vous voyez que les données, le service SSH, donc qui contient les données euh, des différents statuts sociaux qui sont disponibles en Belgique. Donc ces données seront probablement disponibles chez nous prochainement. Ce sont des données qui sont mises à disposition par la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et qui remplacent les services que vous connaissez actuellement, comme le BIM, le RIS ou d'autres informations qui contiendront également d'autres informations sur les personnes handicapées.
Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur un point très important par rapport à ce slide. C'est que les priorités de travail, en fait, elles évoluent constamment. Euh, et elles impactent donc directement et continuellement cette liste. Donc, je vous la présente aujourd'hui à titre d'information. Comme vous l'avez peut-être entendu, hein, j'ai beaucoup parlé au conditionnel. Ce service devrait être disponible, il devrait apparaître, les données devraient être disponibles. Mais c'est évidemment pour ces raisons-là que je l'évoque. Donc, ce que je vous demande, c'est si vous avez des questions sur les services qui devraient arriver prochainement chez nous, ben, c'est de régulièrement prendre la température, nous questionner si vous savez, si vous aviez connaissance, si vous attendiez un service particulier, ben, vous assurer qu'effectivement il est toujours dans les priorités. En général, on essaie de le faire au travers des réunions qu'on a avec vous et lorsqu'on connaît évidemment le besoin d'un consommateur. Mais voilà, dans les cas où nous ne serions pas au courant, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nous pour que l'on puisse vous tenir informé de ce qui est disponible, de ce qui est en cours et donc des priorités du moment qui sont souvent soumises à modification. Donc voilà qui clôture alors cette première partie sur les services disponibles. Je vais maintenant passer brièvement sur la nouvelle application BCDOI. Donc BCDOI, c'est l'interface web qui permet aux services, à vos services, hein, d'accéder aux sources authentiques lorsque vous ne disposez pas d'une application. Lorsque vous ne disposez pas d'une application ou plus simplement lorsque vous n'avez pas les capacités pour la faire évoluer. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les services B7 demandent des développements dans vos applications métiers et donc, si vous n'en êtes pas capable pour une raison ou pour une autre, eh bien, cette application vous permet malgré tout d'accéder aux différentes sources. Et donc, c'est une interface web qui permet d'accéder à toute une série de services. Vous les avez vus tout à l'heure dans la partie présentation des services que je faisais au travers de la petite icône. Et donc ici, j'ai décidé de vous présenter deux écrans, juste que vous puissiez prendre connaissance du nouveau layout. Et donc là, vous voyez par exemple un écran de requête donc, qui vous permet de faire un appel vers une source authentique. En l'occurrence, on voit ici qu'on appelle le service personne. Vous voyez qu'il existe différentes méthodes pour appeler le service personne, soit par adresse, une recherche par adresse, une recherche par nom ou une recherche par numéro de registre national ou numéro d'identification de sécurité sociale. Et donc, une fois que vous avez renseigné les informations obligatoires, ben, vous pouvez alors cliquer sur Envoyer la requête et vous obtiendrez des résultats. Je vous présente alors un écran de résultats avec des données fictives, hein, je tiens à vous le préciser, ce ne sont pas des données réelles. Écran de résultats qui vous présente les résultats de la composition de ménage et donc dans laquelle on voit qu'il y a un chef de ménage, différentes personnes qui composent ce ménage, un conjoint et deux enfants. Et donc, vous voyez qu'il est possible d'accéder aux détails concernant ces différentes personnes au travers de la petite icône qui se situe au fond à droite, donc juste ici. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, j'irai pas plus loin dans la présentation de l'outil, puisque, comme je vous le disais, elle fait l'objet d'une session particulière. Euh, Maintenant, au-delà du layout que je voulais vous présenter, ben, je trouve intéressant d'insister sur différentes euh, informations qui sont, selon nous, importantes. Donc, tout d'abord, vous devez savoir que la nouvelle application BCDOI, elle est mise en production depuis le 2 décembre dernier. Donc cette version, elle est actuellement testée par 12 personnes, 12 volontaires, qui nous permettent d'apporter les différentes adaptations, différentes modifications qui nous paraissent tout à fait indispensables avant d'ouvrir la plateforme à l'ensemble des utilisateurs. Alors, nouvelle toute fraîche d'hier, vous devez savoir que les dernières modifications ont été validées en test et donc logiquement, cette version qu'on considérera comme satisfaisante pour ouvrir aux différents utilisateurs sera disponible a priori courant de semaine prochaine. Et donc cela signifie que l'ouverture de la nouvelle plateforme, elle va se faire courant 2022, elle se fera en trois phases. Donc vous pouvez le voir ici sur le slide, trois phases dont la première portera sur les utilisateurs qui consomment les données de handicap.
La seconde phase portera sur les utilisateurs qui consomment les données véhicules. Et la troisième phase portera sur le reste des utilisateurs. Euh, à ce stade, les plannings ne sont pas encore connus. Je n'ai pas de planning à vous communiquer. Ils le seront lorsque ceux-ci seront précisés. Mais voilà, comme je viens de vous le préciser, ça devrait pouvoir, pour la première vague en tout cas, assez vite et dans les prochains jours. Alors, comme vous l'aurez compris, la migration des utilisateurs va se faire de manière progressive. Et donc, les utilisateurs, au fur et à mesure qu'on va leur ouvrir l'accès à la nouvelle application, vont être invités à passer de l'ancienne application vers la nouvelle. Euh, Maintenant, nous n'avons pas encore de date de clôture de l'ancienne application. On veut absolument s'assurer en fait que toutes les fonctionnalités sont bien disponibles, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, hein, puisque l'application doit encore faire l'objet de développement. Et donc, les phases de migration vont s'opérer en même temps que les phases de développement, et la date de clôture de l'ancienne application sera fixée sur cette base. Et à ce stade, il n'est pas possible de la préciser. Donc voilà qui clôture ce petit point sur BC2I. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, bah, vous êtes euh, sans doute inscrits aux sessions qui vont permettre d'en savoir plus. Et sachez aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, que cette session elle sera enregistrée. Et donc vous pourrez, si vous n'êtes pas inscrit à ce stade, vous pourrez aller en apprendre plus en consultant la vidéo qui sera mise à disposition sur notre site web. Je rappellerai ça tout à l'heure, probablement dans la clôture. Donc voilà, je note bien la question, mais on reviendra vers vous avec des éléments de réponse en fin de présentation. Alors, je vous propose maintenant de passer au dernier point qui porte donc sur le premier retour sur l'enquête de satisfaction. Avant de vous présenter ces résultats, je voudrais rappeler les objectifs de cette enquête et vous éclairer également sur son état d'avancement. Donc, vous le savez peut-être ou peut-être pas, les objectifs de l'enquête étaient triples. D'une part, c'était de connaître votre avis, pouvoir percevoir votre ressenti concernant les services que l'on vous offre. Euh, D'autre part, on voulait évidemment déterminer, préciser ce que vous appréciez à la BCD et en particulier dans les services qu'on offre. Et finalement, l'idée, c'était de pouvoir identifier ce qui devrait être amélioré. Alors, en termes de statut, vous devez savoir que l'enquête, elle est clôturée depuis novembre, donc je le disais tout à l'heure, elle a eu lieu courant du mois d'octobre. Nous avons réalisé une première analyse des résultats, c'est ce que je vais vous partager là tout de suite. Mais nous n'avons pas encore pu exploiter l'ensemble de vos commentaires, ni prendre contact avec les répondants qui s'étaient montrés ouverts à pouvoir discuter de leur retour. Donc, vous le comprenez, j'imagine, nous n'avons pas encore pu identifier d'actions d'amélioration, ce qui est un objectif majeur de cette démarche. Mais donc voilà, tout cela pourra vous être partagé dans une seconde phase, une fois qu'on aura pu rentrer dans le détail de ces commentaires, prendre contact avec ceux qui le souhaitaient, et, euh, et lorsqu'on aura identifié les actions à mener. Alors, je vous propose de terminer donc cette partie sur les nouveautés, sur cette session plénière, avec les résultats concrets, donc la première analyse de ces résultats. Donc tout d'abord, vous donner un petit aperçu de qui sont les répondants. Alors vous le voyez, les répondants sont à 50% issus du SPW, donc du service public de Wallonie, tandis que l'autre moitié est répartie entre les UAP, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la communauté germanophone. Donc on le voit, on a 28% de représentativité des unités d'administration publique, pardon, 17% pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et 5% pour la communauté germanophone.
Alors, les profils des répondants sont équilibrés euh, et répartis entre les agents qui utilisent les données, donc ce qu'on avait appelé dans le sondage les agents traitants. C'est eux qui utilisent les services qu'on offre au final dans les démarches que vous offrez à vos usagers. Euh, Ils sont également répartis dans les agents de support et dans le management. Donc par agent de support, on entendait les agents qui collaborent à la mise en place des projets avec nous. Et donc ce ne sont pas spécialement les agents qui utilisent les données, qui rendent les services à vos usagers, mais ce sont vos agents qui travaillent en support de vos équipes pour mettre en place les différents projets, peut-être faire évoluer les applications techniques, etc. Et donc, le management, ça vous savez de quoi je parle. Ces trois types de profils sont représentés de manière assez équivalente. On le voit 31%, 33% et 36%. Alors, du point de vue de l'utilisation des services, on notera que c'est surtout l'échange de données qui est fort concerné par les répondants, en ce compris euh, les consommateurs, les utilisateurs de BCDOI, puisque seuls 20% des répondants ont bénéficié de notre support en matière de gestion de données, en particulier de labellisation, puisque les autres services sont des services qui sont en cours de développement. Donc là, du point de vue des répondants, on a une grande majorité sur la partie échange de données, donc les personnes qui ont travaillé avec nous pour obtenir accès d'une manière ou d'une autre à des données authentiques mises à disposition par d'autres. Et finalement, on notera que la plupart des répondants sont toujours en cours de collaboration avec nous. Donc très peu, seulement 11%, ont une collaboration qui est terminée. Voilà pour ce qui était de la description des différents répondants que l'on a eu. Euh, Ce sondage abordait dans un premier temps la satisfaction globale. Et donc à ce sujet, la grande majorité des répondants semblent globalement satisfaits et ils semblent prêts à recommander l'AB7. Donc on le voit, il y en a qui sont vivement prêts, ce que j'ai appelé vivement, hein, donc pour lesquels la note était entre 8 et 10. Ils sont 64%. Il y a 28% de personnes qui recommanderaient simplement, je dirais, donc qui ont donné une cote entre 5 et 7. Et il y en a quand même quelques-uns qui ne recommanderaient pas vraiment l'AB7. Et ce sont 8% alors des répondants qui étaient dans ce cas-là, qui ont donné une évaluation entre 1 et 4. Dans un second temps, on a également souhaité connaître euh, votre avis sur la communication autour de l'offre de service. Et donc, il semble que ce soit la facilité d'accès à l'information qu'il faille travailler, puisque c'est là que le pourcentage de personnes peu ou pas satisfaites est le plus grand, hein, on voit 27%. Pour le reste, que ce soit la facilité à contacter, la clarté de l'information ou la concordance des informations, euh, là, vous êtes plutôt satisfait, très satisfait de manière supérieure à 80%. Donc, si vraiment dans cette catégorie-là, il fallait travailler sur quelque chose, ce serait évidemment sur la facilité à trouver l'information, puisque là, il y a vraiment un pourcentage d'insatisfaction qui est un peu plus élevé que les autres. Alors, dans un second temps, nous avons souhaité connaître votre avis quant aux relations que vous avez avec les membres de l'équipe. Et donc, que ce soit en ce qui concerne la prise en charge de votre demande ou lors de la mise en œuvre de la demande en tant que telle, donc du déroulé de celle-ci, aucun répondant n'est totalement insatisfait. Et finalement, il y a moins de 10% qui le sont peu. Donc, personnellement, je trouve que ces résultats sont assez positifs, puisque tout le monde semble quand même très satisfait des contacts que vous pouvez avoir avec l'équipe. Alors, dans un troisième temps, nous voulions connaître un peu votre sentiment par rapport aux services qu'on offre en matière d'échange de données. Et donc, vous pouvez le constater sur ce slide. Dans les différentes phases de projet que l'on mène avec vous, le niveau d'insatisfaction est assez faible. Euh,
puisque l'on voit, il est inférieur à 20% des répondants. Donc que ce soit au niveau de la rédaction de la demande, on voit qu'il y a plus de 80% de personnes qui sont très satisfaites et satisfaites. Donc quand on parle d'une demande, c'est une demande d'accès à des données authentiques. Donc c'est une procédure à suivre, un formulaire souvent à remplir, un formulaire, un protocole, peu importe, on parle d'une demande, mais qui vise à défendre euh, votre besoin d'accéder à des données authentiques. On le voit également au niveau de la mise en place technique. Donc là, on est dans la phase, une fois que vous avez été autorisé, ben, on travaille techniquement à vous ouvrir les accès à ces données-là. Donc c'est un travail qui se fait à la source, à la BCD et également chez vous, quand cela porte sur un accès dans une application métier. Et là aussi, on voit que le pourcentage de satisfaction est au-dessus d'environ 86%. Alors, en ce qui concerne l'accès aux données spécifiques, euh, bah, on le voit, hein, 83% de personnes satisfaites, donc c'est très positif aussi. Et du point de vue du support à l'utilisation, là, on a 85% de personnes satisfaites. Finalement, la dernière partie qu'on souhaite aborder avec vous dans le cadre de cette enquête, c'est la partie gestion de données. Et donc pouvoir faire le point sur votre ressenti au niveau des services que l'on offre dans ce cadre-là, et donc spécifiquement autour de la labellisation. Et donc là, vous retrouvez les quatre phases qu'on a mis en avant en fait, dans le sondage autour de la labellisation. Point important, vous devez savoir qu'il y a seulement 7 répondants sur les 36 qui ont répondu pour cette partie-là, donc qui étaient concernés par le service de labellisation. Et donc, on peut voir globalement que les personnes qui sont peu satisfaites sont inférieures à 20%. Et il est également utile de noter qu'il n'y a personne qui est insatisfait, que ce soit sur l'analyse maturité, que ce soit sur l'analyse de risque ou de sécurité, ou encore sur l'analyse du cadre légal ou la rédaction de la base légale. Donc voilà qui clôture cette partie sur l'enquête de satisfaction. Et je voudrais terminer en vous informant que l'enquête de satisfaction, c'est une démarche qui pourrait revenir régulièrement, puisqu'elle nous permettra, elle a pour objectif de nous permettre de mesurer l'évolution de votre satisfaction dans le temps, mais aussi de creuser différents points d'insatisfaction, d'identifier des pistes d'évolution et forcément d'améliorer les services qu'on vous offre. Donc voilà, on va poursuivre l'analyse des résultats comme je l'évoquais tout à l'heure, et sans doute que derrière, on refera de manière régulière ou périodique ce genre de démarche pour pouvoir identifier votre niveau de satisfaction. Donc voilà qui clôture cette présentation. Et je suis donc à l'écoute de vos questions. Je vous invite à réactiver votre caméra si vous souhaitez intervenir et donc à lever la main si vous avez une question et un de mes collègues vous cédera la parole. Donc il n'y a pas de main levée. Est-ce qu'il y a encore des questions écrites auxquelles nous n'aurions pas répondu? Oui, alors la première, c'est qui de la communication des changements apportés par la BCD à ses services par rapport aux utilisateurs de ceux-ci au fil de l'eau. Oui. Et ok. Donc je vais essayer de répondre et voilà, si ça suscite d'autres interrogations, n'hésitez pas à me le préciser. Donc la communication des changements, je l'ai évoqué tout à l'heure. Euh, L'idée, c'est de vous tenir au courant des différents changements qui sont opérés. Pour ceux qui sont en fait réalisés de manière invisible, on ne vous tient pas informé. L'idée, c'est que ce soit sans impact sur vous, et donc a priori, vous n'avez pas à être informé. Maintenant, il est déjà arrivé que ça engendre un souci. Je pense qu'il y a déjà eu un cas, et dans ce cas-là, on communique a posteriori, mais c'était une erreur. A priori, tout ce qui n'est pas communiqué doit être invisible. Euh, Par contre, il faut savoir que pour les services qu'on développe, en fait, on établit une communication sur base des besoins que l'on connaît. Et donc, on détient un lien entre les services techniques qui vous permettent d'accéder aux données et les services de l'administration qui seraient intéressés par ces services techniques.
Et donc, lorsqu'on travaille à développer des nouveaux services ou à faire évoluer un service, eh bien, on a une démarche de communication vers les différents consommateurs. En général, on communique une fois que le développement est en cours et qu'on a un peu plus de visibilité sur le planning de mise à disposition en test. Euh, donc voilà, pour la plupart, vous n'avez sans doute pas encore été informé. La plupart des éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure et sur lesquels on est en train de travailler, vous n'avez sans doute pas encore été informé, ben, tout simplement pour cette raison-là. Tant qu'on n'a pas la garantie que le service sera terminé à une date spécifique, eh bien on ne communique pas vers les consommateurs qui sont identifiés. Euh, donc voilà, ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir manifester votre besoin, qu'on soit au courant euh, que vous souhaitez accéder à différentes données. Alors on vous tient au courant en fonction de votre contexte. J'espère que j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à demander une précision alors si nécessaire. Je vois que Olivier Arvan souhaiterait intervenir. Je vous en prie. Par contre, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si votre micro est réactivé. Effectivement. Bonjour. Voilà. Bonjour. Donc, si je résume votre propos, donc tout ce qui n'est pas visible n'est pas communiqué et donc sans incidence sur les utilisateurs du service. Il y a une communication avec le demandeur dans le cadre de nouvelles adaptations, mais en pratique, donc quand il y a une modification qui est susceptible d'être visible par les utilisateurs ou d'impacter leur service, ça passe par la boîte support. Donc, c'est le support qui envoie un mail ou comment ça se passe en pratique? C'est effectivement des mails qui doivent partir en priorité de la boîte support euh, et qui informent des évolutions et des nouveautés. Ok, ça va. Et Merci. donc, en gros, pour vous donner une idée du détail, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, c'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer, sur lequel je pense qu'il y a déjà eu des questions par le passé. On tient un tableau en fait, des différents consommateurs qui sont intéressés, de leur planning, etc. C'est ça que j'évoquais le contexte. Et en fonction, on prévoit une ou plusieurs communications. Et donc, en fonction, par exemple, si on sait pertinemment qu'une administration est intéressée, mais elle est dans un processus de demande d'autorisation et elle n'a pas de développement en cours, on va peut-être pas communiquer tout de suite vers elle. On communiquera dans un deuxième temps quand ce sera opportun. Si par contre on sait qu'il y a des administrations qui sont autorisées, qui sont en plein développement et qui attendent des nouvelles, ben là on communique. Et donc on essaie de tenir à jour comme ça pour les différents services, différents projets, les différents consommateurs, leur contexte et essayer de produire une, deux, trois communications adéquates en fonction des situations de chacun. Ok, mais donc il y a pas de enfin, le trigger, c'est vous effectuez un changement par rapport à un service et là vous communiquez par rapport à ce changement. C'est ça. A priori, il n'y a pas de démarche à faire de votre part. Tout à fait. Ça va. Merci. Et donc, évidemment, il y a aussi les comités des utilisateurs qui nous permettent de communiquer sur des nouveautés qui arrivent et donc qui permettent alors aux consommateurs potentiels qu'on ne connaît pas de se manifester. Et on fait Mhm. également quelques coms au niveau du SPOE et en FED. On utilise les canaux de com traditionnels une fois ou deux à l'année pour essayer de communiquer sur les nouveautés qui sont disponibles. Ok, merci. Avec plaisir. Je vois qu'on arrive déjà proche de l'heure, si je ne me trompe pas, de la première session de workshop. Est-ce qu'il reste une question pour quelqu'un ou est-ce qu'on invite tout le monde à... Pour les Euh, questions écrites, je pense qu'on peut on les revenir fera, ouais, on peut revenir tout à par fait. mail dans les prochains jours Parfait. pour y Alors, répondre. permettez-moi juste de vous indiquer comment vous pouvez vous rendre dans les premières sessions de workshop. Donc, seuls les workshops pour lesquels vous êtes inscrit sont visibles. Vous le voyez sur le slide. Euh, dans l'équipe Teams, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, vous voyez session 1, workshop 1, session 2, workshop 2, etc. Session 3, workshop 4, par exemple. Donc, nous vous invitons à cliquer sur le canal du workshop concerné dans le menu Teams. La réunion aura a priori été démarrée au préalable par l'organisateur. Elles le sont toutes logiquement à ce moment. Et donc, pour rejoindre la réunion, soit vous cliquez directement dans le fil de discussion,
sur le bouton joindre, ou alors dans le menu en haut à droite du canal qui est concerné. Et donc vous avez alors l'icône qui est présente ici, qui vous permettra de rejoindre la réunion. J'ai oublié les animations, désolé. Juste pour terminer, en cas de souci, si vous êtes perdu, si vous ne savez pas quoi faire, sachez que des membres de l'équipe sont disponibles ici sur le canal. Vous pouvez à tout moment revenir sur ce canal général et deux options s'offrent à vous. Soit vous rejoignez la réunion pour parler à quelqu'un, soit vous posez une question écrite sur le fil de discussion générale pour obtenir de l'aide. Et nous verrons continuellement à scruter ces deux canaux pour essayer de vous aider à vous diriger vers le bon endroit. Donc voilà, je vous propose alors de quitter ce canal général et de rejoindre la première session de workshop à laquelle vous devez participer. Merci pour votre attention et bon workshop.